Bonsoir à tous, c'est la 11e émission de Cybercafé 2.0. Déjà, le temps passe. Ben oui, et c'est l'abondance ce soir. C'est l'abondance de jeux vidéo avec non pas 1, 2, 3, 4, mais 5 jeux vidéo, dont 4 jeux de football. Je ne sais pas pourquoi. Une idée comme ça, une petite spéciale foot. Voilà, juste avant les fêtes. C'est la saison. C'est la saison. Deux extraits de DVD. Absolument, du même DVD, connu et reconnu, Monsters Inc., oui. Mais avec des recoins encore inexplorés. Voilà. Des sites web. Oui. Des sites web. Un clip. Et non des moindres. Non pas un, mais 2 sites de Brice. Oui, là aussi une petite thématique. Une petite thématique, je vais vous apprendre à faire vous-même un site en Flash, un site en WAP, un site en e-mode. Voilà. Alors également un invité concernant un agenda culturel qui est là, qui est aussi un magazine sur le web, qui est toujours gratuit, qui est belge et qui est très bien fait, qui s'appelle idear.com. Ils sont là depuis 98, c'est toujours gratuit, on se demande comment ils font, ben, on le saura tout à l'heure avec Eva Wouter. Et puis également nous irons voir le Klebsmed. Qu'est-ce que le Klebsmed? Ah ça je sais, ça je sais. Oui, c'est très très drôle, c'est un chenil sur internet, un cyber-chenil. Voilà. Et puis on parlera également droit d'auteur, puisqu'il y a une petite polémique autour d'un site qui s'appelle mouchette.org et les internautes et les net artistes se mobilisent parce que Mouchette c'est aussi un film de Robert Bresson et donc il y a des problèmes de droit d'auteur autour de cette appellation. Voilà. Pléthore de nouveautés également, nous étions à peine habitués au Pocket PC que voici le tablette. Le tablette PC. Je ne suis pas le premier à vous en parler puisque Paul-Henri... Pas confondre avec Non, d'accord. Oui, tablette de chocolat, Toblerone, etc. Paul-Henri en avait déjà montré un il y a quelques semaines. C'était le Fujitsu Siemens, le tablette PC. Oui, mais c'était moins bien. Qui tenait sur un pied. C'était vachement mais c'était moins bien. Il était moins sexe. Il était un petit peu plus petit, mais il était un peu différent. Et en fait, il y a eu le lancement officiel puisque Paul-Henri l'avait montré en avant-première. Il y a eu le lancement officiel par Microsoft et ses partenaires le 7 novembre, donc la semaine dernière, de ce tablette PC. Le nom tablette PC vient d'ailleurs du système d'exploitation qui est Windows XP Tablette PC. Ils n'ont pas des 10 commandements. Ils n'ont pas des 10 commandements. Moïse n'était pas en PC, mais avait déjà les tablettes. Voilà, il avait déjà les tablettes, effectivement. On n'invente rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout se récupère. Tout se récupère. Paul-Henri en a déjà parlé. C'est un ordinateur écran, en quelque sorte, puisque tout se trouve dans cet écran. Et il y en a 4, en tout cas, qui ont été présentés. Il y a peu de présentations en Belgique. Microsoft n'en a pas fait. Par contre, on est allé à Amsterdam et on a un petit film où on démontre, il y a déjà le premier, c'est pas une grosse nouveauté, puisque Paul-Henri l'avait montré. C'est le Fujitsu Siemens. On voit déjà un peu comment ça fonctionne. Lui, c'est un tablette pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clavier qui est attaché d'une façon ou d'une autre. Il n'y a vraiment que la tablette et on peut le mettre sur une docking station, donc un PC de bureau en quelque sorte. Attention, hein. Oui. Attention. Ah, je l'ai tout de suite repris et on peut mettre un clavier qui est connectable. Oh, c'est pas très beau ça, par infrarouge. C'est un écran magique en fait. Pardon? C'est un écran magique. C'est un écran magique. Quand j'étais petit, j'avais le même à Saint-Nicolas. Un autre style, parce qu'il y a la tablette pure et il y a ce qu'on appelle les convertibles. Ça, c'est le Toshiba. On m'a dit que pour effacer, on le retourne, on le secoue. Oui, voilà. Exactement. C'est la technologie multimédia. Celui-là, donc le Toshiba, c'est une sorte de portable en quelque sorte, mais l'écran pivote et se replie sur le clavier, sauf qu'il se replie avec l'écran au-dessus et donc on peut jouer avec cet écran comme avec un tablette PC normal en quelque sorte. On peut plus taper sur ce coup-là. Ah, sur ce coup-là, on peut plus taper, mais on écrit en fait. Donc c'est l'avantage du tablette PC, c'est qu'on écrit dessus. On prend des notes à la volée. Voilà. Ça c'est le modèle Acer ou Acer si on veut. Celui-là a un écran également 10 pouces, 10,4 pouces, alors que le Toshiba avait un écran 12 pouces. Et c'est un peu le même principe. On remarque aussi qu'on passe du mode A4 vertical au mode A4 horizontal sans trop de problèmes, ce qui, pour taper effectivement et pour écrire, est beaucoup plus simple. Voilà, donc ça tourne sans problème. Ça, c'est de nouveau un convertible avec écran attaché.
Et on va terminer les images avec le compact, le HP compact, pardon, puisque c'est HP quand même qui est la boîte mère actuellement, qui est aussi un convertible, mais qui a quelque chose de particulier, c'est que l'écran ici se détache en fait. Du clavier. Il peut se détacher et sans trop de problèmes, ça a l'air d'épater Gilles. Il se détache du clavier et donc peut servir de tablette pure en quelque sorte. Ben, ça tombe bien, on l'a ici. C'est celui-là que je voulais vous montrer. Et il se détache tout seul. Ça fait un peu planche à découper, non? Ça fait un peu planche à découper. C'est les coins arrondis, ça. Voilà, c'est les coins arrondis qui font ça. Mais bon, chacun a son style évidemment et chacun a ses avantages aussi. Ceux qui, comme Fujitsu Siemens, n'ont pas de système convertible disent que ce qui va être le plus fragile dans tout ça, c'est évidemment la charnière. La charnière et le système qui permet de tourner. Donc là, on voit les images quand nous étions à Amsterdam où a eu la présentation de ces premiers appareils. Il y a normalement une quinzaine d'appareils à peu près qui vont sortir sur le marché. Ça, ce sont les premiers, donc des partenaires principaux. Bon. Combien ça pèse? Alors, ça combien pèse. Ça coûte? Alors, combien ça pèse? J'y viens. Ça pèse entre 1,4 kg et 1,8 kg suivant les modèles. Il faut savoir que la tranche. Pardon? La tranche. La tranche, exactement. Vous m'en mettrez une tranche, oui, c'est ça? Épaisse. Hein. Voilà, épaisse. 1,8 kg, donc ça tient quand même assez facilement dans la main. Bon. Pour que ça ne tombe pas. 1,8 kg, ça tient bien dans la main. Oui, ça tient bien dans la main, effectivement. Enfin, même dans les deux mains. Sous le bras. Il y a des systèmes qui existent pour les tenir un peu plus efficacement. Avec un bracelet ou quoi? Voilà, avec une sorte de bracelet, parce que bon, c'est quand même fragile. Ça vaut, pour répondre à la question de Xavier, et ça fait rire tout le monde, ça vaut entre 2500 et 4000 euros suivant les modèles. Les processeurs, pour les spécialistes, ça va de 800 MHz à 1,33 GHz. Certains choisissent pour des processeurs moins puissants parce qu'ils consomment moins d'énergie, parce qu'évidemment, tout ceci est autonome. Alors, ceux qui sont les moins puissants ont évidemment une autonomie. Ils vont arriver à me faire avoir un fou rire, je suis sûr. Moi, je me demandais s'il y avait une version sacoche Gucci, Vuitton, Dolce Gabbana. Attendez, il y a une version sacoche. Voilà. Il y a une version sacoche. J'en étais sûr. Allez, puisque Rudy y tient absolument, voilà. Je vais la sortir, la version sacoche, et voilà. Et c'est génial parce que ça se branche là-dessus. Quand il pleut, tout ça. La même chose. Voilà, ça se branche là-dessus. En Armani. Voilà. Et alors le on fameux. va avoir des secrétaires super musclés. Alors voilà. Le fameux écran. T'as des muscles. Le fameux écran, ben voilà, il se remet là. Seulement d'un côté. Et seulement d'un côté, et voilà. Et en plus, ça change tout de suite, ça se met automatiquement en mode horizontal. Et le jambon, on le place à l'avant. Ça prend un petit peu de temps. Pardon? Le jambon, on le place à l'avant. C'est comme on veut. C'est comme on veut. Voilà. Moi j'avais une vraie question. Oui, je me méfie des vraies questions de Rudy. C'est nouveau, mais ça sera dépassé dans combien de temps? Mais ça, c'est tout nouveau. C'est une petite révolution, une grosse évolution, une petite révolution informatique. Je pense qu'il faut dire que ça s'adresse surtout aux professionnels et qu'il y aura une version probablement grand public, mais ce sera pas ça. La version grand public, ce serait plutôt un smart display qui est un écran. Alors le smart display c'est quoi? Mais c'est à peu près la même chose, sauf que l'ordinateur il est pas là, il est dans un ordinateur, dans une tour normale d'ordinateur en quelque sorte, et que c'est l'écran qui se connecte sans fil à l'ordinateur qui se trouve quelque part dans la maison, et avec ça, mais déjà avec ceci à la limite, c'est un semi-portable. Ceci est un portable total. Le smart display, tu viens de parler. Hein. Celui-là sera un semi-portable. Celui-ci, c'est quand même l'application grand public par excellence, parce que ceci c'est quand même pour les professionnels essentiellement. On va pas donner 4000 euros pour, sauf à être un vrai freak. L'application grand public, c'est quand on pourra enfin, regarder quoi? Mais lire son journal. Sur les toilettes, évidemment. Oui. Voilà. Et c'est déjà, avec ce système-là, possible. Vous avez des journaux qui sont disponibles sous cette forme-là. C'est un maxi PDA, voilà. en fait. C'est un maxi PDA. C'est un maxi PDA, en quelque sorte, oui. C'est chouette. J'aime bien, donc. Merci Philippe. Merci. Jeux vidéo maintenant avec Gilles, qui nous fait la totale sur le foot. Oui, puisque chaque année, chaque fin d'année voit une kyrielle de jeux qui sont remis au goût du jour avec des nouvelles modélisation, des nouvelles adaptations. Donc ici, on va un peu se tourner vers la version du FIFA 2003. D'accord. Par rapport à ce qui a été mis en avant, il y a 3 choses sur lesquelles ils ont mis plus l'accent. Donc ici, ils ont pris 3 vedettes qui sont Edgar Davids, Gitz. Là j'ai du mal. Hein. Des vedettes, voilà. Des stars. Des vraies vedettes. Il y a Zizou. Des champions. Moi j'en connais un, Zizou. Il est dedans, il est bien. Zizou est dedans. Oui. D'accord. Non, donc ici. Et dans les goals.
Dans les goals. Dans les goals. Barthez. Oui. Ouais. Non, en fait, il y a la possibilité de jouer avec toutes les équipes possibles et imaginables. Et ici, donc, il y a vraiment un accent qui a été mis au niveau des mouvements. Bon, c'est toujours le même et éternel principe de motion capture. Motion capture, donc c'est un espace fermé qui est bardé de caméras et de capteurs sur un joueur qui effectue tous les mouvements, les dribbles, les feintes de corps et qui sont possibles et imaginables. Ah, c'est ça donc. Ouais. Ok. Donc voilà, là, la deuxième chose qui, par rapport... Il faut passer avec les vrais joueurs, la motion capture. Si, là, ouais. Non, ils prennent des joueurs professionnels, ils leur mettent des capteurs. Oui, mais pas, par exemple, le Zizou en question. Mais pas les vedettes. Pas tous, là, ils en ont pris 3 justement pour leur technique. Ah oui, d'accord. Donc voilà, motion capture. Motion capture assez remarquable parce qu'ici, justement, pour la première fois, on a vraiment l'impression d'avoir un ballon au bout du pied et pas simplement d'être un joueur comme ça qui a l'impression que le ballon colle pas au pied. En fait. Oui, voilà. Donc, si on veut faire à un moment donné se déporter, faire un dribble, ce sera en fonction de la balle. C'est assez fondamental comme principe, mais jusqu'ici, on avait le ballon collé. Donc. Moi, j'ai vu une démo avant l'émission. Là, c'est assez scotchant. Ouais, franchement. Ouais, surtout que ça, c'est pas nouveau, mais bon, ils ont été encore plus loin, évidemment, dans tout ce qui est modélisation de stade. Je veux dire, ça, c'est de plus en plus impressionnant à ce niveau-là, quoi. Ah oui, donc on est dans les vrais stades. Les vrais stades sont modélisés. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Non, mais c'est pour l'ambiance. Quel est l'intérêt, je veux dire? C'est pour tout amateur. Ce qui est bien ici, c'est que le terrain, il est le même. Non, mais tu as l'ambiance, le stade, c'est ça. Je veux dire, si, par exemple, dans un titre qu'on va présenter après, This is Football, on a l'occasion de jouer avec le lycée Jean Jaurès ou une cour de récréation où il pleut et il n'y a pas de spectateurs. Ah oui, au niveau de l'immersion et de se dire, là, j'ai un bon joueur, je vais... Oui, parce que les supporters dans les gradins sont en fonction des équipes qui jouent, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, ils ont même modélisé les champs. Si tu choisis le Brésil, tu as c'est ce qui a fait un peu 30 000 supporters brésiliens. Depuis le début de la série, hein. C'est tout l'habillage sonore. En fait, il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus. Et donc, effectivement, les ambiances varient d'un stade à l'autre, en fonction des équipes qu'on incarne aussi. Voilà, au niveau de au niveau du travail de l'ambiance, on peut remarquer quand même qu'on a... Là, on est au stade Bernabéu de Madrid, donc tout est fait pour justement avoir l'impression de vivre un match de finale de Coupe des clubs champions, voilà exactement, avec le Real de Madrid contre Valence. Et aussi, ce qu'on appréciera dans ce genre de jeu, c'est le fait qu'à un moment donné, si on incarne à un moment donné sur le terrain une de ces 3 stars et toutes les autres qui sont, comme on parlait de Zidane, on voit vraiment la différence. Je veux dire, faire une reprise de volée avec Ronaldo, c'est quand même supérieur à un joueur de seconde zone. Tu veux dire que les personnages dans le jeu ont leur personnalité? Parce que d'habitude dans les jeux de foot, ils jouent tous de la même manière, tu vois? Pas spécialement, je dis ça. Ils sont déterminés par des caractéristiques en fait, et en fonction de ces caractéristiques, ils ont certaines aptitudes qui leur permettent soit d'aller plus vite, soit de mieux tirer. Donc, est-ce que tu as intérêt à choisir le joueur que tu vas utiliser? Oui, ici j'ai pris Madrid parce que justement il y a vraiment des grands noms du football. Donc à un moment donné, quand on se retrouve avec un tel ou un tel, on a vraiment l'impression, si on commande à l'action et aux joueurs un dribble de malade ou des trucs pareils, ça va pas marcher par exemple avec un joueur qui n'est pas un technicien, qui n'est pas répertorié comme étant un technicien. Donc ça suppose quand même que tu connaisses les vrais joueurs, ton équipe et c'est vrai qui se passe dans le monde réel. C'est ça l'intérêt aussi à un moment donné pour quelqu'un qui ne connaît pas. Moi je suis entre guillemets venu à ce sport un peu par les jeux vidéo. J'étais un peu vacciné par rapport à ça, je veux dire que ça m'intéressait pas. Et finalement ce genre de jeu m'a donné envie de... Oui, pourtant tu avais des aptitudes, m'a dit ta maman. Oui, effectivement, c'est ça. C'est incompréhensible. Oui. Mon frère avait choisi cette voie. mais justement, par exemple, pour quelqu'un qui connaît, moi, à un moment donné, le fait de jouer avec ces personnages-là donne envie
moi je me suis surpris à un moment donné à regarder l'Europe des 11. Enfin, je vais pas vous parler de toute ma vie, mais pour dire que si, parle-nous, confie. Mais oui, ça te fait du bien, Gilles. Ouais, c'est vrai. Quelle est la marque de bière que tu sens pendant les matchs de foot et quelle est la couleur de ton sofa? Bon, mais une question importante. Alors les autres jeux, est-ce qu'on peut changer la couleur des maillots des joueurs? Oui, tu as l'occasion de choisir entre le maillot à domicile ailleurs. Tu changes l'équipe, tu changes la couleur. Si jamais l'équipe adverse mène au score, est-ce que tu as le droit de te rouler par terre pour faire semblant d'avoir été blessé? Oui, tu peux te jeter dans le rectangle. Et évidemment, là, l'arbitre n'est pas toujours dupe. Tu pourras te faire sortir lamentablement comme un tricheur. Ça, c'est pas tout nouveau. Mais non, ce qui est vraiment intéressant, justement, pour revenir à cette idée-là, c'est qu'à un moment donné, on compose vraiment avec une équipe. C'est pas simplement des joueurs. Ici, là, on voit Ronaldo. Je sais pas si vous avez vu la façon dont il a calé cet appel de balle. C'est absolument remarquable. Dire ça, c'est un truc. Il s'enflamme là. Tu es prêt pour changer d'émission? C'est d'un réalisme pour le week-end incroyable. Non, je suis tout à fait étonnant. Si on le regarde distraitement, on peut franchement confondre avec un match de foot, évidemment. Certaines femmes d'ailleurs confondent réellement quand tu joues à ce genre de jeu avec un vrai match de foot. Certains hommes aussi. Les autres jeux, s'il vous plaît. Oui, là on arrive à quelque chose d'un peu plus... à mort. C'est un autre jeu en fait. C'est This is Football 2003, qui est une version plus anecdotique, on va dire, puisqu'elle est centrée sur les Diables Rouges. Donc là, vous pourrez entendre que les commentaires sont de Roger Laboureur. Vas-y Roger. L'arbitre est moustachu, ici, dans cette version du jeu. Est-ce qu'il y a les stars arbitres aussi dans les jeux? Non, ça pas encore. Un petit coup d'œil au ralenti. Oh là! Et donc Roger dans la PlayStation 2. Voilà. Oui, donc Roger dans la PlayStation, il crie goal, 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 goal quand c'est effectivement le cas. Donc c'est ça qui est amusant, parce qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que la comparaison technique entre FIFA et celui-ci est un peu difficile, mais là, c'est un autre type de mise en scène. Alors moi, je voulais vous parler d'un truc qui est complètement méconnu, qui a entre guillemets aucun succès chez nous, puisqu'on pourrait dire entre eux. Oui, mais c'est assez, je veux dire, c'est les jeux de football américains. Qui font évidemment un malheur là-bas, étant donné que ce n'est pas vraiment dans nos habitudes et nos sports favoris. Mais là aussi, il y a vraiment pas mal de choses qui sont mises en place pour recréer. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est pour un peu revenir à la même idée que dans les FIFA. Quand j'ai reçu ce jeu-là, je me suis dit que c'est pas possible, je vais pas me plonger là-dedans. Et dans un pur souci de professionnalisme, qui m'honore, je sais, dans toute ma modestie, je me suis un peu pris au jeu de ce truc-là. Je veux dire, en gros, les règles, moi je ne les connaissais pas. Celui-ci, par exemple, est tellement bien fait qu'à un moment donné, on apprend un peu à percevoir tout le rôle de... Enfin, je veux dire, c'est un sport assez incroyable quand même au niveau de tout ce qui est technique, stratégie. Enfin, c'est assez dingue. Et quand on réalise justement avec cette espèce de demi-dieu sur le terrain, ce quarterback, l'homme qui est chargé de traverser la défense, qui est un passeur, et quand on réalise une action pareille dans un jeu comme celui-là... On est content. Ouais, non, c'est assez impressionnant. On s'en reprend une. Voilà. Merci Gilles. À tout à l'heure pour un autre jeu. Bien sûr. Qui sera quoi? Time Splitters 2. Très bien. Te voilà bien avancé. Voilà. Culture maintenant, avec un site web que vous connaissez sans doute si vous sortez de temps en temps et que vous cherchez un agenda culturel bien fait, c'est idear.com qui est en ligne depuis 98, si mes informations sont exactes. 99. 15 janvier 99, mais en fait on a commencé à le faire à partir de 98. Voilà. Eva Wouters, tu es la directrice, l'éditrice, la webmastrice, tu fais tout en fait, ou à peu près. Je ne fais pas tout toute seule, non, je participe, je dirais, à la récolte des données, au contact avec les partenaires, à tout ce qui est nécessaire donc pour gérer ce genre de site. Voilà, au départ, c'était un agenda culturel, et puis vous avez développé toute une série de sections, donc de patrimoine, musée, et aussi un magazine. Alors quel est le magazine? C'est quoi? C'est les choix éditoriaux que vous faites? Oui, il y a un peu de contenu. Oui, il y a un peu de contenu en fait, parce que c'est vrai que c'est une partie qu'on aimerait beaucoup plus développer, donc notamment en faisant beaucoup plus d'interviews, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas de moyens financiers, à faire vraiment tout ce qu'on voudrait faire. Donc je dirais qu'il y a quand même un magazine, il y a effectivement des choix éditoriaux, il y a des sélections pour toutes les rubriques de la culture, mais il n'y a pas autant qu'on voudrait. Ça c'est en tout cas
par rapport au magazine. Alors vous n'avez pas de moyens financiers, ça veut dire vous avez demandé des sponsors? C'est clair. On a demandé ou de l'argent public? De l'argent public, donc des subsides. D'abord, au départ, donc il y avait un gouvernement, puis il y a eu changement de gouvernement. Oui, d'accord. Et puis donc il a fallu tout recommencer. Et puis les contacts en fait se passaient très très bien. Donc c'est vrai qu'on était très optimistes parce qu'apparemment il y avait une volonté, en tout cas apparemment, de soutenir les projets culturels sur Internet. En tout cas de soutenir certains projets, mais pour finir en fait non, il s'est strictement rien passé, donc on n'a jamais rien reçu. Si ce n'est des lettres très gentilles en fait qui reconnaissent ce qu'on fait, qui trouvent ça très très bien, mais financièrement non, on n'est absolument pas aidé, pas soutenu. D'accord. Alors que y a, effectivement c'est très complet, l'agenda et le magazine. Là en ce moment on parle de quoi? De tous les festivals de films qui arrivent, de I Love Techno, de Groove City, de Parasiten du Théâtre Royal Flamand au Théâtre de Poche, du Mont des Arts avec l'Expo d'Art Contemporain, de Bruges 2002. Enfin vraiment vous couvrez la totalité de l'actualité culturelle. Vous faites combien de visites? On est à plus de 60 000 visiteurs par mois. Donc on a plus de 2000 visiteurs en moyenne par jour. Donc c'est vrai que c'est énorme en fait, surtout pour un site qui fait aucune publicité. Je dirais que le but n'est pas de faire des concours, des choses comme ça, donc, mais surtout de mettre en valeur en fait des spectacles, des initiatives, des projets. Donc c'est vraiment, je dirais, d'aller plus loin en fait. Merci Eva, donc www.ideart au pluriel.com. Voilà. Divertissement, culture, DVD, entertainment, à tout. Edutainment. Qu'est-ce qu'on a encore? Avec aujourd'hui, on commence par quoi? Un DVD? Avec le DVD. Voilà, avec le DVD. Donc tout le monde a vu au cinéma ou à la maison Monstres et compagnie, Monsters Inc., bien Pixar, sûr. Disney, dont il existe une version dite édition spéciale, à savoir un double DVD. Voilà. Pour les grosses sorties en général, c'est une chose qui se pratique de plus en plus, l'édition normale, le film, plus quelques bonus tout à fait accessoires. Et alors, une édition limitée avec un deuxième disque qui lui propose vraiment des bonus pas franchement dispensables, des choses vraiment qui tiennent la route. C'est le cas dans Monstres et compagnie, où on nous propose entre autres de visiter les studios Pixar, on nous montre comment les personnages ont été créés et développés pour aboutir à ceux qu'on voit dans le film. Et comme on peut l'imaginer, il y a des bouts d'essai évidemment pour voir si les personnages tiennent la route. Et chez Pixar, plutôt que de faire des bouts d'essai comme ça qui vont rester plutôt in vitro et en laboratoire, ils vont jusqu'au court-métrage pour montrer que les personnages ont leur propre vie dans un scénario et puissent tenir la route le temps de quelques scènes de comédie ou d'action à l'intérieur même d'un court-métrage. Vas-y, ouvre les yeux. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu reprochais à ton autre voiture? Ça se résume en 3 mots. 6 roues motrices. Waouh! Allez, vas-y, grimpe. Siège réglable. Il y a un tigre dans le moteur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ne touche plus à ces boutons. Voilà, la nouvelle voiture de Bob, très court métrage qui met en scène les personnages de Monstres et compagnie, mais en dehors de l'histoire du film. Et pour boucler à propos de ce DVD édition spéciale de Monstres et compagnie, chez Disney comme chez Pixar, puisque c'est la même famille, ils ont de la suite dans les idées, puisque pour présenter l'actualité, on fait bien sûr référence au passé, en disant par les créateurs de Toy Story, regardez aujourd'hui Monstres et compagnie, mais évidemment sur le DVD de Monstres et compagnie, on vous propose déjà la suite, à savoir la prochaine production de Pixar, prévue pour Noël 2003, donc dans un an, un film qui va s'intituler Finding Nemo, et dont on a déjà ici les premières images, histoire de pouvoir poursuivre l'histoire là où on l'a laissé et surtout ne pas s'arrêter en cours de route. S'il vous plaît. Oh. Mon ami et moi, nous cherchons le courant austral. Ah, le transocéanique. Ah oui. C'est dans cette direction. Alors, ce que vous allez... Un autre. Ah, c'est trop marrant. Bon, ils ont filé comme des... Ah. Ça a l'air moins... Bah, c'est juste une mise en bouche. Voilà, c'est un teaser. À mon avis, ce sera plus large que ça. Site web... Oui, site web relatif au cinéma. Je ne sais pas qui a vu le film de Spielberg, Minority Report. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Très bien. Pas encore vu. Voilà. Pas mal. Donc, Brice, dans ce film, Tom Cruise est un agent important de pré-crime, qui est donc une future organisation de la police qui est censée prévoir et intervenir grâce à tout un système et un circuit qu'on ne va pas dévoiler ici. Donc des meurtres qui sont juste en passe d'avoir lieu, mais qui n'ont pas encore eu lieu. Avant qu'ils ne se produisent. Et donc d'intervenir et d'arrêter le futur assassin. Et donc sur Internet, on peut trouver un site qui a été en fait mis en place par les producteurs du film, mais qui est plutôt un micro-site du film Minority Report. Et ce site, c'est precrimeworld.net, où on laisse à penser que la Précrime, qui est donc cette organisation qui existe dans le film, mais bien sûr qui n'existe pas dans la réalité, existe pour de vrai, fait sa propagande sur Internet et recrute également. Donc on vous propose de participer à un test, un test pour savoir si vous êtes un agent potentiel de la Précrime. Et il y a même un mini-film de propagande qui vante les intérêts de cette organisation et tout le bien-être et les bienfaits qu'elle peut apporter aux citoyens. Et précisons qu'ils ont été jusqu'à traduire le site en français. Il est là en français. Absolument incroyable. Pour un faux site puisque la Précrime est censée être une organisation qui un jour ou l'autre deviendra mondiale. Et donc le site existe forcément en anglais, mais aussi en français, en espagnol et en allemand. Et on peut s'inscrire et éventuellement postuler pour un emploi dans cette organisation qui n'existe que dans le film de Spielberg. En fait, le site a été fait un petit peu en avance, mais comme ça, quand la Précrime existera vraiment, le site sera déjà là. Voilà, exactement. Lorsqu'il est venu nous voir il y a quelques semaines, Dan, que voici, nous parler de sa carrière solo. Il est bien sûr aussi un membre du groupe Dead Man Ray. Et en coulisses, Dan nous parlait du futur clip de Dead Man Ray, Landslide, réalisé comme tout fait exprès pour nous en flash. Le voici. Before they come and call you, before you're stuck with me, never ask for any meaning, never ask me to be dealing with the guilt for what I'm healing, waiting, painful, grief I feel. So now
Dead Man Ray, donc Landslide, et c'est réalisé par un monsieur qui s'appelle Auger Brugge, le site augerbrugge.com, ça vaut le coup d'œil, et c'est évidemment... Sur le site cybercafé.tv déjà. Après la pub, nous parlons de mouchette.org, et puis jeux vidéo également, et c'est tout. Hein. Et le Klebsmet. Ah, le Klebsmet, j'avais oublié, aussi les chiens. Et puis je vous montrerai aussi comment faire votre site WAP, iMode et Flash. Ah oui. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. T'as passé une bonne journée, ma chérie? Calme. 1000 doux pour des journées délicieusement digestes de Doux Expert. Et maintenant, cette tâche ne partira jamais? Si, avec le nouveau Dixon Gel. Le gel adhère aux taches et les élimine même à 30 degrés. Une propreté impeccable. Et quelle fraîcheur! Dixon Gel Cold Action. Existe-t-il plus fort? Birthday 21. Radio 21 à 21 ans, et vous l'avez bien entendu. La soirée du 15 novembre a fait le plein. Mais d'autres rendez-vous anniversaires vous attendent. Avec Miracle Homme, le nouveau parfum de Lancôme. Découvrez le nouveau Soupline Fleur de Muguet. Et offrez à ceux que vous aimez tout le parfum et la douceur du printemps. Nouveau Soupline Fleur de Muguet, ce qu'il y a de plus doux après une maman. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Deuxième partie de Cybercafé 2.0 avec un site d'artistes, mouchette.org, qui pose la question du copyright, une fois de plus. Un jeu vidéo Time Splitter 2, voilà, qui posera, je ne sais pas quelle question, mais sans doute aucune. Du first person shooter. Ah, la question du first person shooter. Également un bouquin à, non pas à lire, mais à regarder, cette fois-ci, Renaud. 1000 héros de jeux vidéo, et non des moindres. Et également un reportage sur Klebsmed, le chenil sur le web. Il fallait l'inventer, ça se passe à Jodogne, je pense. Oui, près de Jodogne. Et les petits sites, n'est-ce pas, Brice, pour débuter? Tout à fait, Xavier. Alors je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert récemment et je trouve ça absolument génial parce que c'est terrible tous ces téléphones qu'on a sur le plateau régulièrement qui permettent de créer et de voir des sites web ou de voir des sites en e-mode. Le seul problème, c'est que c'est compliqué à faire. Et Xavier, voici mon défi aujourd'hui, te donner une explication suffisante pour que tu puisses le faire. Voilà. Alors il y a un site qui s'appelle MSite Builder, et qui est un site entièrement gratuit qui vous permet de faire votre home page qui va être automatiquement traduit et converti pour les deux systèmes qui sont donc l'iMode et le WAP. Alors on s'enregistre sur le site, ensuite on se log. On a une première fonctionnalité toute simple qui permet d'envoyer des images. C'est d'ailleurs un des rares moyens de facilement convertir des images de votre ordinateur directement pour mettre sur le fond d'écran de votre téléphone, Nokia ou autre. Alors pour ça, vous avez simplement sur la fonctionnalité image, ici, voilà, on va chercher une magnifique photo, Xavier, que j'ai pris avec d'ailleurs ce téléphone. Oui. Voilà, je détermine que je veux l'utiliser comme image numéro 20. Je fais upload. À ce moment-là, arrive une petite applet de Java, voilà, Xavier, qui va me permettre de recadrer ma photo, de déterminer comment je veux la convertir au niveau de la texture des couleurs, et puis je vais l'uploader dans le système. Tu as vu, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Donc voilà, maintenant j'ai une nouvelle photo à ma disposition. Regarde, Xavier, tu es donc, très bien dans ma page de site. Hein. Alors une fois que j'ai fait ceci, je vais lancer la deuxième partie du site qui est l'éditeur. Alors c'est vraiment extrêmement simple. L'éditeur fonctionne de la manière suivante. Ici, vous avez la hiérarchie de votre site internet et vous allez pouvoir rajouter une page. Voilà. Une page, vous lui donnez un nom. On va dire que ça, c'est Xavier, qui est mon ami. Voilà. Zoup.
Et ensuite, dans cette page, eh bien, je vais pouvoir aller rajouter des objets. Ces objets peuvent être, par exemple, une image, en l'occurrence l'image 20, qui est celle que je viens d'uploader. Voilà. Je peux rajouter aussi du texte, par exemple, Xavier S, voilà, co-animateur de Cybercafé, voilà. Alors je pourrais très bien rajouter une fonction. Une fonction, ça peut être par exemple ton adresse email, d'accord? Donc je vais, je rajoute tout ça. Voilà. Alors le truc qui est assez amusant, c'est qu'une fois que vous avez créé ainsi, de cette manière-là, vos dossiers avec des sous-pages, automatiquement il crée la hiérarchie du site. Tu vois, c'est extrêmement simple de pouvoir comme ça rajouter des éléments. Ça peut être, ici en l'occurrence, c'est un lien vers le site de Cybercafé ou celui de iPeople, qui est un site web. Et là, on découvre une des raisons utiles de ce site. C'est très compliqué de taper une adresse web ou une adresse WAP dans votre téléphone. C'est vraiment pas pratique. Alors là, on a un petit éditeur qui permet d'aller mettre les liens qu'on utilise fréquemment. Et ces liens sont donc disponibles sur sa homepage. Alors on va aller, une fois qu'on a terminé, on publie son site en cliquant sur le petit icône disquette qui est là. Et on voit tout de suite le résultat ici. C'est le résultat de mon petit site iMode que je peux voir sur un téléphone iMode. Voilà, je peux scroller. Et alors, il va créer des fonctions comme Call Me, qui est une fonction spéciale de l'iMode en l'occurrence. Si je clique dessus, ça va composer automatiquement le numéro de téléphone. Donc, je peux m'en servir aussi pour maintenir un espèce d'adresse book en ligne qui est facile à utiliser. Et même chose pour un email. Je clique ici et il va utiliser le logiciel email qui est dans le téléphone pour envoyer un email. Et puis, je peux évidemment naviguer dans les différentes pages. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une page avec mes sites favoris, voilà, et là par exemple je peux aller voir l'un de ces sites favoris. Une chose à savoir, c'est que automatiquement et donc sans rien faire, ce même site est converti automatiquement en WAP. Et donc je n'ai toujours eu aucune ligne de programmation à faire. Ça n'est pas possible. Si, je t'assure. Et il fait la conversion des images en noir et blanc. Voilà. Ici, je suis sur un Nokia 7210, et donc je vais exactement de la même manière pouvoir naviguer dans mon petit site WAP et aller voir ces URL, etc. Alors, ce qui est encore le plus surprenant, c'est que j'ai eu entre les mains un Nokia 7650 qui est un des premiers téléphones WAP supportant la couleur. Donc c'est bien du WAP en couleur. Et là, je me suis rendu compte en allant voir le site, sans faire la moindre manipulation, qu'automatiquement il se trouve converti en couleur. Donc voilà, si vous voulez faire votre site WAP ou iMode en quelques minutes, c'est à votre portée, c'est vraiment pas très compliqué. On rappelle l'URL. Bien, tout simplement www.msitebuilder. Voilà. msitebuilder. Merci Brice. Alors pour le Flash, Xavier. Ce sera la semaine prochaine, je crois. Ce sera la semaine prochaine pour le Flash. Parce que le temps de comprendre comment ça fonctionne en WAP et en iMode, il faut laisser à nos téléspectateurs le temps de passer à la pratique. Voilà, la semaine prochaine, je vous montre comment faire un site en Flash sans utiliser Flash. Voilà. Un autre site dont on parle pas mal sur l'internet, en tout cas dans les mailing lists qui s'intéressent aux sites d'artistes, c'est mouchette.org. Mouchette.org, le site d'une artiste dont on ne sait pas très bien qui elle est parce qu'elle veut rester anonyme. On en parle pourquoi? Parce que Mouchette, c'est aussi le titre d'un film de Robert Bresson. Et donc il y a quelques petits problèmes de droit d'auteur. Nicolas Malevé est avec nous. Bonsoir Nicolas. Pour l'ASBL Constant, Nicolas, tu t'intéresses beaucoup aux problèmes, en tout cas à la question du droit d'auteur dans les nouveaux médias. Que se passe-t-il avec Mouchette.org, qui est un site qui est en ligne depuis de nombreuses années? Bien, c'est-à-dire que c'est un site qui a été créé en 1997 et qui a déménagé récemment sur le serveur du CICV, donc qui est un serveur d'art contemporain pour les nouvelles technologies en France. Et du jour au lendemain que le site a été hébergé en France, en fait, les avocats de la veuve du cinéaste Robert Bresson ont demandé en fait l'arrêt et la mise hors ligne du site, quoi. Donc cette lettre de la SACD donc, qui défend les artistes, enfin qui en tout cas collectent leurs droits d'auteur, et donc elle est en ligne sur mouchette.org évidemment, et effectivement elle est très très claire. Elle dit: je vous rappelle qu'en plus de profiter de la notoriété de ce film et du personnage de Mouchette, imaginé par Georges Bernanos d'ailleurs, pour votre propre publicité, vous avez diffusé des photos du dit film sur votre site sans autorisation, et en les retouchant, vous les avez en outre dénaturées. Voilà. Donc évidemment ça pose la question de est-ce que on peut utiliser comme un matériau artistique, disons, des images qui sont
largement diffusé, parce que si on fait une recherche dans image.google.com, il y a 15 sites où on référence des photos du film Mouchette de Bresson, donc qui sont disponibles sur le web. Mais la question n'est pas tellement, enfin à mon sens, si on peut ou si on ne peut pas, et je crois qu'il faut d'abord reconnaître qu'il y a une pratique qui est là. Je veux dire, on ne peut pas non plus continuellement parler de l'art comme un art 100% original dans lequel on n'emprunte pas, on ne recycle pas, on ne retravaille pas à partir de choses existantes. Il me semble que le matériau en général de la création, c'est la création ou c'est d'autres sources, je dirais, audiovisuelles. La question est, peut-on dans le sens, a-t-on le droit? Oui. Évidemment, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Alors toute la question est de savoir, quand on n'a pas le droit de faire quelque chose, est-ce que automatiquement on doit s'arrêter de le faire, ou bien est-ce que si ça a un sens, on trouve des moyens d'arriver à néanmoins le faire, d'arriver à négocier, d'arriver à utiliser peut-être des moyens qui ne sont pas des moyens uniquement législatifs pour défendre la création qu'on fait, mais de voir comment on peut tabler sur la solidarité, la diffusion alternative sur Internet, des choses comme ça. Alors justement, il y a, évidemment, ça a fait boule de neige comme d'habitude, puisqu'il y a là une communauté qui se met évidemment, qui se réveille, et donc il y a toute une série de sites, toute une liste de sites miroirs qui ont repris évidemment mouchette.org. Et entre autres, je pense que c'est le quiz. Sur le site, il y a un quiz qui est particulièrement attaqué. Pourquoi? Donc à la base, les avocats de la veuve voulaient carrément la suppression du site, la suppression du nom de domaine. Mais c'était assez difficile de faire valoir que le nom Mouchette, qui est quand même un nom commun assez répandu, puisse faire l'objet d'une propriété quelconque de la part de Madame Bresson. Donc ce qui s'est produit, c'est que l'interdiction s'est restreinte, je dirais, à l'utilisation, enfin à la partie du site qui utilise intensivement les photos issues du film. Il y a un dialogue qui se met en place maintenant. Il y a un dialogue qui se met en place. Entre Madame Bresson et Mouchette. C'est-à-dire que oui, ça c'est la nouvelle étape. Donc la première étape, c'était d'utiliser le net pour faire le plus possible de miroirs et de faire en sorte que les sites se répondent et de visualiser d'une certaine manière l'impact de la décision de censure et de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette manière de procéder. Néanmoins, il y a eu donc une rencontre qui a été organisée par la compagnie à Marseille, dans laquelle la plupart des gens qui avaient été impliqués dans l'action se sont rencontrés. Et on discutait donc avec la porte-parole du site de Mouchette, qui a en fait entendu clairement de la part de tous les gens qui la supportaient qu'on ne voulait pas spécialement faire une entreprise de piraterie, mais faire en sorte que cette action allait mener au fait que cette partie du site retrouve sa place sur le site original. Merci Nicolas. Vous pouvez évidemment suivre le feuilleton Mouchette, entre autres sur le site www.constantvzw.com. constantvzw.com. Nous allons maintenant à Jodogne. Oui, Xavier, nous allons à Jodogne où un fragment du surréalisme belge s'est concrétisé, vraiment incarné, c'est le cas de le dire, puisque on va parler de chiens, dans un hôtel pour chiens qui s'appelle Klebsmet, donc le premier chenil qui pourrait peut-être être l'emblème des crèches du futur. On commence par les chiens. M'appelle matin, midi et soir. Donc, le matin, comment il a bien dormi, oui. Le midi, la matinée était bonne, oui, et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, bon, ces pauvres maîtres, ils passent de très mauvaises vacances, ils sont angoissés. Si on veut leur montrer que le chien va bien, ça serait formidable. Et donc, j'ai vu aux États-Unis, ils font la même chose avec les enfants, dans les crèches. Je me suis dit, je vais faire exactement la même chose pour les chiens.
Donc ceci c'est une chambre de luxe, donc où le chien reçoit son petit lit, sa télévision. La télévision est réglée sur le poste que le maître choisit pour que le chien puisse entendre la même atmosphère qu'à la maison. Donc il peut zapper le matin, le midi, le soir. La télé est ouverte de 7h du matin jusqu'à 23h. Et alors, donc il a son petit jardin qui donne à l'extérieur, sa petite cour plutôt, avec webcam à l'extérieur et webcam à l'intérieur, pour que le maître puisse voir son chien 24h sur 24. Enfin, pour l'instant, on dirait 16 heures par jour son chien sur Internet. Dans les futures chambres, les caméras seront infrarouges, comme ça ils pourront le voir même quand tout est éteint. Un client qui m'a demandé de regarder la télé avec son chien. Donc il paye un ouvrier qui regarde la télé tous les soirs de 7h à 11h avec son petit chien. Et il faut lui faire des guillis et tout ça. Et donc tout ça on fait. Ce matin, il y a un berger allemand qui est parti, il est resté 15 jours. Les maîtres étaient tout contents parce qu'il était beaucoup plus sociable. De ne pas les avoir vus pendant 15 jours, ça leur a fait du bien. Ici, il avait son petit confort, sa petite télé qui suivait les mêmes programmes qu'à la maison. Et les maîtres, eux-mêmes, qui n'avaient jamais entendu parler d'Internet, ont trouvé un cybercafé à la Côte d'Azur et ils allaient tous les matins, tous les soirs voir leur chien. Donc des deux côtés, ils étaient soulagés. Le prix de base, c'est 25 €, plus tous les petits plus. Pour 25 €, vous avez la chambre, vous avez la nourriture traditionnelle. Mais évidemment, si je dois payer un ouvrier qui reste 4 heures assis dans le fauteuil, je dois le payer. Donc il y a des suppléments, évidemment, qui s'ajoutent. Voilà. Eh ben, Brice, voilà une bonne idée pour en démol. À quand un loft Love Story avec des animaux. Avec des animaux. Ce serait peut-être plus Et un chenil pour enfants. C'est peut-être plus spontané. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font avec les chiens en couple? À mon avis, des chiots. Bonne réponse. Renaud, le livre illisible, tu nous l'avais promis, tu nous l'as même trouvé. Oui, mais tu t'en sors bien. C'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi, hein, Xavier. C'est un livre tout à fait enfin un livre lisible, sans texte presque, avec plein d'images. En fait, c'est le livre de l'année dans le domaine des jeux vidéo. C'est la Bible et c'est édité par Taschen. Taschen est connu dans le monde entier pour ses ouvrages d'art, pour la qualité iconographique. Et là, ils ont fait appel à un grand spécialiste qui n'est autre que David Choquet, qui est le rédacteur en chef de Gamecult, qui est en fait un site très connu par nos spécialistes des jeux vidéo. Et donc, ils ont fait appel à des plumes et non des moindres. Il y a Frédéric Rénal. Il y a des choses à lire. Il y a des choses à lire. Ça ne dépasse pas en général une vingtaine de lignes. C'est trilingue. Donc, on peut apprendre l'allemand, l'anglais et le français en lisant les petites notices sur les jeux vidéo. Il y a un index thématique et un index par plateforme. Mais je crois que le plus important, c'est de montrer quelques images de cet ouvrage fantastique. Donc, et c'est pour 1000 héros de jeu. 1000 héros de jeu. Évidemment, bon, les spécialistes des jeux vidéo vont dire c'est pas complet, c'est pas exhaustif. Cet ouvrage ne se veut pas exhaustif. Ils n'ont encore rien dit. Non, mais il y a déjà quelques critiques. Mais cet ouvrage ne se veut pas exhaustif. En fait, il fait une recensée. Et il y a un certain nombre de choix. Et je dirais que c'est une très bonne introduction à l'histoire du jeu vidéo, sachant que l'auteur est né en même temps que le premier jeu vidéo qui n'était autre que Pong en 72. Donc là on voit que c'est un art à part entière et je crois que c'est vraiment une reconnaissance de la part de Taschen de dire au même titre que l'on publie un bouquin sur Picasso, sur Modigliani, les jeux vidéo ont aussi leur place en tant qu'œuvre d'art. 1000 héros de jeux vidéo, non, c'est pas ça. 1000 héros de jeux tout court chez Taschen. Merci Renaud. De rien. Jeu pour terminer. Avec Time Splitters 2. Oui. Donc là, on va avoir du FPS sur console, et comme c'est un genre qui est à succès sur PC, et là qui prouve par cette deuxième réalisation que la maniabilité peut être au rendez-vous également sur console. Je propose d'écouter un interview. Voilà, une petite interview qu'on avait fait le CTS d'un des pontes de Eidos UK qui va nous parler du jeu. Les Time Splitters sont une race d'extraterrestres dont le seul but est de détruire l'humanité. Pour ce faire, ils utilisent une porte temporelle pour voyager dans le temps et altérer les événements historiques.
Vous incarnez un soldat temporel. Votre boulot, c'est de voyager dans le temps et de récolter 9 cristaux afin de pouvoir détruire les portes temporelles et d'empêcher les Time Splitters de modifier le cours du temps. Quand vous entrez dans une époque, vous incarnez un personnage de cette époque. Donc par exemple, si vous allez dans l'époque du Far West, vous devenez un cow-boy. Quand vous allez dans l'époque Chicago, vous incarnez un gangster. C'est un jeu de tir à la première personne. Le premier jeu était très bon, mais il était surtout axé sur le multijoueur, la rapidité et l'action. Ici, nous avons surtout développé le mode solo, qui implique beaucoup plus le joueur dans l'histoire. Il y a 3 fois plus de polygones, l'engin graphique est très détaillé. Je pense que c'est un des meilleurs moteurs 3D de la PlayStation 2. L'autre particularité de Time Splitters 2, c'est que comme tout se passe dans des époques différentes, le jeu change d'apparence en fonction de la zone temporelle. Quake est un très bon jeu, mais tous les niveaux se ressemblent et se jouent de la même manière. Dans Time Splitters 2, vous avez un niveau dans le Far West, dans un Tokyo futuriste, à l'époque de Notre-Dame de Paris. Donc, les décors et les armes sont très différents d'une époque à l'autre. Et chaque époque a sa stratégie. Dans l'époque Notre-Dame, il vaut mieux jouer furtif. L'époque de Chicago est une résolution d'énigmes. L'usine de robots est orientée action. Voilà, donc je veux pas lancer une polémique, mais encore une fois, un bon scénario bateau alibi. Oui, parce que là, c'est clair que ce dont on va se souvenir et ce qu'on cherche avec ce jeu-ci, ce n'est pas le cas de tous les FPS, mais c'est justement son mode multijoueur et donc l'intérêt de jouer ensemble. Ici, il y a une partie solo qui est intéressante, mais il faut bien avouer que personne ne se souvient vraiment du premier niveau pour son scénario. Il faut pas, mais il y a un scénario, parce que quand dans Doom ou Unreal, il n'y en a pas du tout. Là, au moins, il y a un petit prétexte. Donc Time Splitters 2. Voilà. Oui, et ça sort donc c'est disponible sur toutes les consoles. Voilà, très bien. Nous avons un partenaire presse, vous le savez, et donc il vous suffit d'appeler, je vais le faire cette fois-ci, le 0900 et quelque chose, répondre à une question très très simple, et vous gagnez, si vous êtes dans les 5 premiers, un abonnement d'un an, etc. Et alors Xavier, n'oublions pas que sur le site cybercafé.tv, il y a un beau cadeau, 5 exemplaires de Star Wars Rogue Squadron à gagner, 5 exemplaires si vous allez sur le site. Pour GameCube, uniquement pour les gens qui possèdent une GameCube, évidemment. Alors pour cela, il suffit d'aller sur le site, s'enregistrer et d'y mettre le mot-clé. Et le mot-clé sera cette semaine... Wouf. 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 W2OF. W2OF. Wouf. D'accord. Voilà, 5 exemplaires. TV. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Cybercafé 2.0. Merci, messieurs. Tout aussi passionnant et délirant, j'espère. Évidemment. J'aimerais bien avoir un tablette PC pour faire comme ça avec, tu vois. Ah oui. C'est bien. C'est font les tablettes PC pour chiens. C'est